Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, bienvenue à tous. Je voulais remercier les membres du jury pour être présents aujourd'hui et d'avoir accepté d'évaluer mon travail, donc qui porte sur l'impact de la température sur la transmission du virus de la dengue par le vecteur Aedes aegypti en Nouvelle-Calédonie. Donc, mes travaux ont été financés par le Fonds Pacifique et j'ai également été soutenue via le prix d'encouragement à la recherche attribué par la province Sud. Donc, je commencerai par exposer le contexte et les concepts clés, puis j'exposerai l'approche adoptée et le design expérimental mis en place, et je présenterai ensuite les principaux résultats obtenus avant de les discuter et d'ouvrir sur les perspectives. Donc, le virus de la dengue est un arbovirus, c'est-à-dire un virus transmis par les arthropodes. Donc, sur le plan taxonomique, il appartient à la famille des Flaviviridae du genre Orthoflavivirus. Il s'agit d'un virus ARN simple brun enveloppé à polarité positive avec un génome d'environ 11 kilobases qui code pour une polyprotéine unique qui est ensuite clivée en 11 protéines virales, structurales et non structurales. Il existe 4 sérotypes distincts du virus de la dengue, du DANV1 au DANV4. Et l'infection induit principalement une réponse immunitaire spécifique du sérotype infectant, ce qui signifie qu'une même personne peut être infectée 4 fois par le virus de la dengue. Dans plusieurs régions du monde, plusieurs sérotypes peuvent circuler en parallèle. Ce virus est transmis par des moustiques du genre Aedes, qui rend la biologie du vecteur essentielle pour comprendre la dynamique de transmission. Donc, les deux principaux vecteurs du virus sont Aedes aegypti et Aedes albopictus. Donc, après l'ingestion d'un repas sanguin infectieux, ces deux espèces deviennent capables de transmettre le virus de la dengue. Autrement dit, ce sont des moustiques compétents pour le virus de la dengue et cette compétence repose sur plusieurs étapes biologiques. La compétence vectorielle correspond à la capacité d'un moustique infecté à transmettre le virus. Elle repose sur 3 étapes clés. La première, c'est l'infection. Donc, lors d'un repas sanguin, le moustique ingère le virus qui atteint l'intestin moyen. Le virus doit alors réussir à infecter les cellules intestinales pour poursuivre son cycle. La seconde étape, c'est la dissémination. Donc, après sa réplication, le virus traverse la paroi de l'intestin pour infecter l'ensemble de l'organisme jusqu'aux glandes salivaires. Enfin, la troisième étape correspond à la transmission. Donc, lorsque les glandes salivaires sont infectées, le virus peut être libéré dans la salive. Le moustique devient alors potentiellement transmetteur du virus de la dengue. L'ensemble du temps nécessaire pour passer de l'infection à la transmission est appelé période d'incubation extrinsèque. Sur les dernières décennies, Aedes aegypti et Aedes albopictus ont étendu leur répartition vers de nouvelles régions. Cette dynamique est particulièrement marquée chez Aedes albopictus, dont la présence dans les zones tempérées s'est nettement élargie. À l'inverse, l'expansion d'Aedes aegypti reste plus limitée et beaucoup plus dépendante des changements climatiques. Ces évolutions contribuent à élargir la distribution spatiale des arbovirus qu'ils transmettent. Donc, en effet, la dengue sévit dans la quasi-totalité des régions tropicales et subtropicales. Donc, sur cette carte de l'OMS, on voit clairement que les zones les plus touchées se situent en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et dans le Pacifique. Mais on observe également une extension progressive vers des zones tempérées, notamment en Europe. Cette expansion est directement liée au changement climatique, à l'urbanisation croissante et l'augmentation des échanges internationaux qui favorisent la dispersion des vecteurs et des virus. Donc, environ 70% des infections restent asymptomatiques ou paucisymptomatiques, ce qui implique que le fardeau réel de la maladie est largement sous-estimé. Lorsque la maladie s'exprime cliniquement, 3 formes sont distinguées: la dengue dite classique, la dengue avec signe d'alerte et la dengue sévère. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique, même si différentes pistes thérapeutiques sont en cours d'évaluation. La vaccination est disponible, mais son utilisation reste limitée en pratique en raison de contraintes d'indication et de mise en œuvre. Sur le plan épidémiologique, la dengue constitue aujourd'hui un enjeu de santé publique majeur avec une estimation d'environ 390 millions d'infections par an, près d'un demi-million d'hospitalisations et autour de 10 000 décès. Donc, face à cette charge considérable, il est essentiel de comprendre comment le virus circule.
Donc la transmission de la dengue repose sur 3 composantes: l'hôte humain, le virus et le vecteur, dont l'hôte est la source du virus et la cible de l'infection. Le virus est l'agent pathogène responsable de la maladie et le moustique assure le transport du virus entre les individus au moment où il prend son repas sanguin. Donc la transmission ne peut pas s'expliquer au regard d'un seul élément, c'est l'interaction entre l'hôte, le virus et le vecteur qui conditionne la circulation du virus de la dengue. Et ces interactions sont elles-mêmes influencées par l'environnement qui évolue notamment sous l'effet du changement climatique. Donc à l'échelle mondiale, ces changements entraînent une hausse progressive des températures, une modification des régimes de précipitation et une intensification des événements extrêmes. Donc, ces changements modifient profondément les environnements naturels et influencent les conditions de transmission des maladies vectorielles. Ils contribuent à accélérer le développement des moustiques et à prolonger les périodes propices à leur activité. Dans ce contexte global, le Pacifique est considéré comme l'une des zones les plus vulnérables. La région cumule une forte exposition au changement climatique, une variabilité naturelle amplifiée notamment via les phénomènes ENSO et des capacités d'adaptation parfois limitées auxquelles s'ajoutent des conditions particulièrement favorables aux maladies vectorielles. Ainsi, même si le changement climatique influence le risque de la dengue à l'échelle mondiale, son impact apparaît particulièrement marqué dans le Pacifique où les dynamiques environnementales et structurelles renforcent la transmission. Donc, en effet, la dengue constitue une problématique sanitaire récurrente dans le Pacifique. Plusieurs territoires connaissent des flambées successives avec une alternance ou une co-circulation de différents sérotypes. Sur les dernières décennies, la fréquence des épisodes épidémiques s'est intensifiée, témoignant d'une dynamique régionale active. Cette situation est renforcée par la forte connectivité entre territoires, les flux de voyageurs intra-pacifiques et certaines vulnérabilités propres aux environnements insulaires. Donc, les alertes épidémiques en Océanie en 2025 illustrent clairement que le Pacifique demeure un foyer actif de circulation du virus de la dengue, avec des conditions favorables à sa poursuite, voire à l'amplification de cette dynamique. Donc, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français situé dans le Pacifique Sud, à l'est de l'Australie. Son climat est tropical, avec une saison chaude et humide et une saison sèche et fraîche. En 2025, sa population est estimée à 264 596 habitants. La population est fortement concentrée autour de Nouméa, avec près de 70% des habitants qui vivent dans le Grand Nouméa, incluant Dimbéa, Païta et le Mont-d'Or, des communes en pleine expansion urbaine. Enfin, la Nouvelle-Calédonie occupe une position importante dans les échanges régionaux du Pacifique, ce qui contribue à structurer son contexte sanitaire et épidémiologique. Donc, en Nouvelle-Calédonie, la transmission du virus de la dengue repose sur un seul vecteur connu, Aedes aegypti. Le territoire connaît des épidémies récurrentes depuis plusieurs décennies, avec une alternance régulière de sérotypes et une augmentation de la sévérité des épidémies. La dernière épidémie identifiée remonte à 2019. Donc, face à cette situation, différentes stratégies de lutte ont été mises en place en Nouvelle-Calédonie. Pour contrôler la dengue, les stratégies de lutte se sont d'abord appuyées historiquement sur la prévention et la lutte mécanique par la réduction de gîtes larvaires. L'objectif est de supprimer les petits volumes d'eau susceptibles d'abriter les larves, ce qui reste aujourd'hui un levier essentiel pour limiter la reproduction du moustique. En complément, des insecticides peuvent être utilisés, en particulier lors des épisodes épidémiques. Leur efficacité peut toutefois varier, notamment en raison de l'émergence de résistance. Ces approches de lutte antivectorielle classique montrent aujourd'hui des limites. C'est dans ce contexte qu'émergent des approches alternatives. Parmi les différentes méthodes de lutte biologique, certaines visent à réduire la survie ou la reproduction des moustiques grâce à des agents naturels ou microbiens. Dans notre cas, la Nouvelle-Calédonie repose sur un tout autre mécanisme. Donc, comme vous le savez peut-être, la Nouvelle-Calédonie fait partie du programme de lutte mené via la bactérie Wolbachia. Donc, Wolbachia ne diminue pas les populations d'Aedes aegypti, mais réduit leur capacité à transmettre le virus. C'est cette approche qui s'impose aujourd'hui comme l'une des méthodes de lutte prometteuses pour limiter la circulation du virus de la dengue. Donc, Wolbachia, c'est une bactérie endosymbiotique naturelle présente chez de nombreuses espèces d'insectes, mais absente chez Aedes aegypti. Sa présence chez Aedes aegypti réduit la capacité du virus à transmettre
la capacité du moustique à transmettre le virus de la dengue, mais influence également la reproduction de l'espèce. Lorsqu'un mâle porteur de la bactérie s'accouple avec une femelle non porteuse de la bactérie, les œufs issus de ce croisement ne sont pas viables. Ce mécanisme confère un avantage reproductif aux femelles porteuses de la bactérie, ce qui favorise progressivement le remplacement des populations sauvages. Cette approche est aujourd'hui déployée dans 15 pays via le World Mosquito Programme, avec l'objectif de réduire la transmission du virus dans les zones de lâcher. Donc, cette approche a déjà fait ses preuves. Par exemple, en Indonésie, la mise en place de cette stratégie de lutte a entraîné une réduction de 77% du nombre de cas dans les zones de lâcher. C'est la seule stratégie de lutte antivectorielle reconnue par l'OMS. En effet, depuis 2018, la stratégie de lutte par la bactérie Wolbachia est mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie. Les lâchers ont été réalisés de manière progressive entre 2019 et 2024, à Nouméa, Dimbéa, Mondor et Païta. En 2024, la couverture par des moustiques Wolbachia sur ces 4 communes est de 86%. Dans les zones de déploiement, une diminution nette du nombre de cas a été observée. À ce jour, la stratégie de lutte par la bactérie Wolbachia constitue un outil de lutte opérationnel en Nouvelle-Calédonie. En effet, depuis 2020, on observe une diminution du nombre de cas. Même si la transmission n'a pas totalement disparu, en 2025, 8 cas autochtones ont été rapportés. Donc, avant la mise en place de la stratégie Wolbachia, la dengue restait un problème de santé majeur en Nouvelle-Calédonie. Pour comprendre cette dynamique historique, il est essentiel de revenir sur les facteurs qui ont façonné les épidémies passées. Parmi eux, le climat apparaît comme un déterminant majeur. Dans cette étude rétrospective menée à Nouméa sur une période de 40 ans, analyse différents paramètres climatiques, la température, l'humidité, la pluviométrie et leur lien avec la transmission du virus de la dengue. L'indicateur le plus pertinent était le nombre de jours où la température maximale dépassait 32 degrés. Ce ne sont donc pas seulement les températures chaudes, mais bien la fréquence des jours très chauds qui ressort comme un signal prédictif. Les années présentant davantage de jours supérieurs à 32 degrés étaient aussi celles avec les niveaux de transmission les plus élevés, et ce signal apparaît avant l'émergence des pics épidémiques. Cette étude apporte donc un point important. Dans le contexte calédonien, le cumul des journées chaudes est un bon indicateur des conditions propices à la transmission. C'est une donnée qui renforce l'idée que localement, des températures chaudes peuvent modifier les conditions épidémiologiques. En Nouvelle-Calédonie, les observations climatiques mettent en évidence une évolution mesurable du contexte environnemental. L'île fait face à un réchauffement progressif des températures depuis les années 1970. Sur cette période, on observe environ plus 1,2 degré sur les températures minimales et 0,9 degré sur les températures maximales. Le régime des températures évolue également et certains événements climatiques extrêmes comme les épisodes cycloniques tendent à s'intensifier. Ce contexte confirme que la Nouvelle-Calédonie n'est pas épargnée par les dynamiques climatiques globales et souligne l'importance d'intégrer ces évolutions dans l'étude de la transmission du virus de la dengue. Donc pour projeter l'évolution future du climat, on utilise aujourd'hui les scénarios du GIEC, appelés SSP, Shared Economic Pathways. Historiquement, ces trajectoires étaient appelées RCP, Representative Concentration Pathways. Donc, parmi les trajectoires couramment utilisées dans les projections climatiques, on retrouve SSP 1 1.9 et SSP 1 2.6 en bleu clair et bleu foncé, qui représentent les scénarios climatiques les plus optimistes. SSP 2 4.5 en jaune est le scénario intermédiaire, assez proche de la tendance actuelle. SSP 3-7 et SSP 5 8.5 en rouge clair et rouge foncé représentent, eux, les scénarios les plus pessimistes en termes d'évolution du climat. Sous le scénario le plus défavorable, soit SSP 5 8.5 en rouge foncé, les projections suggèrent qu'en Nouvelle-Calédonie, à l'horizon 2080-2100, le réchauffement pourrait atteindre plus 3 degrés avec plus 4% d'humidité relative. Une étude de modélisation publiée en 2022 en Nouvelle-Calédonie a montré que sous ces scénarios d'émissions élevées, les épidémies de dengue pourraient devenir plus fréquentes, durer plus longtemps et que, dans le cas le plus défavorable, la transmission pourrait s'étendre sur la quasi-totalité de l'année. L'ensemble de ces résultats met en évidence un point central. Le changement climatique, et en particulier l'évolution des températures, influence directement le risque de dengue en Nouvelle-Calédonie.
C'est dans cette continuité que s'inscrit mon travail, comprendre comment la température influence la transmission du virus de la dengue par Aedes aegypti en conditions contrôlées. Donc à partir de cette problématique, 3 objectifs principaux ont été définis dans ce travail. Le premier consiste à évaluer l'effet de la température sur la transmission du virus de la dengue en mesurant les différents paramètres clés de la compétence vectorielle. Le second vise à analyser l'effet combiné de 2 facteurs, la température et le titre viral du repas sanguin, afin d'observer les interactions potentielles entre ces 2 variables. Le troisième objectif est de caractériser l'influence de la température sur la réplication virale du virus dans les tissus du moustique. Donc, ces 3 objectifs structurent l'ensemble de la démarche expérimentale. Avant de mettre en place nos expérimentations, nous avons d'abord réalisé un état des connaissances sur le sujet. Ce travail a montré que la majorité des études liant climat et dengue reposent sur des données épidémiologiques et des modèles. En revanche, il existe relativement peu d'études expérimentales directes expliquant comment la température influence la transmission virale à l'échelle du vecteur. L'objectif était de synthétiser ce qui est connu, d'identifier les besoins en données expérimentales et replacer nos futurs résultats dans un cadre cohérent. Pour sélectionner les articles inclus dans la revue, nous avons choisi des lignes directrices Prisma. 2 bases de données ont été interrogées, PubMed et Web of Science. Nous avons inclus des études qui portent sur le virus de la dengue, du chikungunya et du Zika, associés à Aedes aegypti et Aedes albopictus, combinés avec le terme température. Après un screening exhaustif des publications identifiées, puis une application des critères d'inclusion et d'exclusion, 34 articles ont été inclus. Donc pour être incluses dans la revue, ces études devaient répondre à plusieurs critères d'éligibilité. D'abord, seules les études expérimentales ont été retenues. Les articles uniquement épidémiologiques ou de modélisation ont été exclus. Les travaux devaient exposer des moustiques infectés à différentes températures de façon contrôlée. Enfin, les études devaient fournir des mesures permettant d'estimer la compétence vectorielle à partir des taux d'infection, de dissémination et de transmission. Les résultats de la revue montrent que la plupart des travaux expérimentaux ont été menés à des températures inférieures à 28 degrés et beaucoup moins au-delà. C'est une information importante parce que la plupart des projections climatiques pour les décennies à venir indiquent justement des valeurs qui dépassent ce seuil. La majorité des études portent sur le virus de la dengue, environ 47%, ce qui reflète le poids épidémiologique de ce virus. Le chikungunya et le Zika sont également représentés, mais de manière moins importante. Côté vecteur, Aedes aegypti est le plus étudié, suivi d'Aedes albopictus. Globalement, cette revue montre que nous avons beaucoup de données expérimentales à température modérée, mais beaucoup moins à température élevée, ce qui limite aujourd'hui notre capacité à anticiper les effets réels des conditions futures plus chaudes. Sur l'ensemble des articles inclus, la tendance la plus fréquente est claire. Dans la majorité des études, soit 26 articles sur 34, une augmentation de la température s'accompagne d'une augmentation des paramètres de transmission virale. 2 articles, au contraire, observent l'effet inverse, avec une meilleure transmission à température plus basse, et 3 articles n'ont pas mis en évidence de différences significatives. Enfin, 3 études se sont focalisées spécifiquement sur l'effet de la température sur les stades immatures des vecteurs étudiés. Globalement, même si les résultats ne sont pas totalement homogènes, la tendance dominante suggère que la température plus élevée favorise la transmission des virus par les moustiques. Donc, les résultats disponibles convergent vers un point clé. Plus la température est élevée, plus la cinétique d'infection du moustique est rapide. Et lorsqu'on introduit des régimes de température fluctuantes qui reflètent mieux la situation réelle d'une journée, on observe qu'elles modifient les taux d'infection et de dissémination, mais beaucoup moins les taux de transmission. Ces effets sont surtout marqués lorsque les amplitudes de variation quotidiennes sont faibles. Enfin, un point important, les moustiques issus de zones tropicales sont généralement plus facilement infectés que ceux issus de zones tempérées. Et ce contexte, combiné à l'urbanisation et aux échanges internationaux et au déplacement humain, favorise la diffusion des moustiques tropicaux vers des zones plus tempérées. Donc, cette revue met également en lumière plusieurs limites importantes.
D'abord, d'autres facteurs environnementaux, comme les précipitations par exemple, ont aussi une influence sur la transmission des arbovirus, mais ils sont beaucoup plus difficiles à reproduire en conditions expérimentales contrôlées. Ensuite, notre revue était centrée sur le virus de la dengue, le Zika et le chikungunya. Cependant, il a été démontré que d'autres arbovirus sont également affectés par le changement climatique, notamment l'encéphalite japonaise transmise par des moustiques du genre Culex. Cela limite la transférabilité des conclusions à l'ensemble des arbovirus. Enfin, on constate une forte hétérogénéité entre les articles. Donc on a des virus différents, des populations de moustiques différentes, des températures testées différentes, ce qui rend les comparaisons directes difficiles et empêche de dégager des seuils clairs. Tout cela souligne un point important, il existe un besoin de standardisation des protocoles de compétences vectorielles pour permettre de comparer les études entre elles. Donc, cette revue nous a permis d'identifier les tendances globales. C'est sur cette base que nous avons ensuite construit la seconde partie de notre travail, les expérimentations de compétences vectorielles avec des moustiques Aedes aegypti infectés par le virus de la dengue, exposés à différentes conditions de température. Donc, voici la vue d'ensemble du design expérimental que nous avons mis en place, basé sur 7 expériences distinctes de compétences vectorielles. Dans nos expériences, nous avons utilisé 2 titres viraux pour le repas sanguin infectieux. Le titre à indice 5, qui correspond à des niveaux de virémie observés chez des hôtes humains infectés et qui permet donc de refléter une situation réaliste d'exposition naturelle du moustique. Et le titre à indice 7, qui correspond quant à lui à une condition d'exposition élevée, fréquemment utilisée dans les expérimentations de compétences vectorielles. Il permet d'assurer une infection efficace et d'explorer le potentiel maximal de transmission du virus par le moustique lorsque les conditions sont optimisées. Ensuite, les analyses ont été réalisées à différents jours post-infection, J3, J5, J7, J10 et J14, afin de suivre l'évolution du virus dans le moustique. En combinant la dose infectieuse et le suivi temporel, nous pouvons évaluer si la température influence non seulement la compétence vectorielle, mais aussi la vitesse à laquelle le moustique peut transmettre le virus. Nous avons ensuite défini les températures à tester. Donc, pour paramétrer nos expériences, nous sommes basés sur des mesures réelles enregistrées en Nouvelle-Calédonie pendant la saison chaude. Donc, ce tableau représente pour plusieurs villes les températures normales moyennes de février et mars, c'est-à-dire les températures moyennes calculées sur une période de référence 1991-2020. Nous avons également choisi février et mars parce que ce sont les mois correspondant au pic saisonnier de transmission en Nouvelle-Calédonie. On y enregistre les températures les plus élevées de l'année et les incidences les plus fortes. On observe des valeurs autour de 26,6 degrés. Ces données nous ont servi de référentiel pour définir nos températures à tester. Donc, ces températures sont appliquées durant toute la manip, c'est-à-dire du repas infectieux au 14e jour post-infection. Donc, à partir de là, la température moyenne de référence, mesurée en saison chaude en Nouvelle-Calédonie, soit 26,6 degrés, nous avons défini 3 niveaux de réchauffement inspirés des trajectoires du GIEC. Un premier palier à plus 1,5 degré, compatible avec des scénarios modérés. Un second à plus 3 degrés, correspondant à des futurs intermédiaires, plus chauds. Et un troisième à 4,5 degrés, qui s'inscrit dans le scénario très émetteur SSP5 8.5. Ces valeurs ont été transposées expérimentalement en température constante afin de représenter l'effet d'un réchauffement moyen sur le cycle viral. En parallèle, ces mêmes niveaux de température ont été déclinés sous forme de régimes fluctuants avec des variations journalières autour de chaque moyenne. Donc, ces régimes permettent de représenter plus fidèlement la variabilité des températures réelles durant la saison chaude en Nouvelle-Calédonie. Elles offrent ainsi un cadre expérimental plus proche des conditions environnementales naturelles. Et pour chacune des températures testées, un lot témoin de moustiques ayant reçu le même repas sanguin a systématiquement été maintenu à 28 degrés. Cette température a été utilisée comme contrôle interexpérimental afin de permettre les comparaisons entre expériences. Nous avons à présent défini nos conditions expérimentales. Dans ce cadre, la lecture de la compétence vectorielle repose sur 3 paramètres standards: l'infection, la dissémination et la transmission. Les paramètres sont calculés de manière suivante. Le taux d'infection représente le nombre de
corps positifs de moustiques au virus de la dengue rapporté sur le nombre total de moustiques testés. Le taux de dissémination, c'est le nombre de têtes positives sur le nombre de corps positifs. Le taux de transmission, c'est le nombre de salives positives sur le nombre de têtes positives. Nous ajoutons également des mesures complémentaires comme l'efficacité de dissémination, avec le nombre de têtes positives rapportées au nombre total de moustiques testés, et l'efficacité de transmission, c'est le nombre de salives positives rapportées sur le nombre total de moustiques testés. Ces différents indices nous permettent de couvrir l'ensemble du processus, depuis l'infection initiale jusqu'au potentiel de transmission. Enfin, nous avons défini comment analyser nos 3 paramètres. Pour quantifier séparément nos paramètres, les moustiques ont été disséqués individuellement. Les corps, les têtes et les salives ont été analysés de façon distincte afin de déterminer les taux d'infection, de dissémination et de transmission, ainsi que les efficacités. L'ensemble de ces prélèvements a été testé par immunofluorescence. Nous avons fait le choix de l'immunofluorescence plutôt que la QRT-PCR, car l'immunofluorescence permet de détecter la présence de particules virales infectieuses, alors que la QRT-PCR quantifie le matériel génomique, y compris les particules virales non infectieuses. Cette approche fournit une lecture physiologiquement pertinente de la progression virale au sein du vecteur. Donc nous pouvons maintenant examiner l'effet de la température sur ces paramètres. Donc, dans un premier temps, nous avons évalué l'effet de la température sur la transmission du virus chez Aedes aegypti. Donc, le tableau rapporte les mesures mesurées pour chaque température dans des conditions d'exposition à un repas sanguin infectieux à 1,17 FFU par ml. Il présente pour chaque jour post-infection les 3 paramètres suivis. En bleu, le taux d'infection, en vert, les taux de dissémination et en orange, les taux de transmission. La condition la plus marquante est celle à 28,1 degrés, encadrée en mauve. À cette température, les taux d'infection sont les plus élevés parmi toutes les conditions testées, avec des valeurs comprises entre 50% et 76,7%. Les taux de dissémination et de transmission sont également élevés, ce qui montre que le virus progresse efficacement depuis l'intestin moyen jusqu'au tissu périphérique, puis potentiellement jusqu'à la salive. On le voit par exemple à 31,1 degrés. Même si les taux d'infection restent inférieurs à ceux observés à 28,1 degrés, soit 30% à J14 contre 63,3% à J14 à 28,1 degrés, nous avons tout de même 100% de dissémination, c'est-à-dire 9 têtes positives sur les 9 corps infectés. Donc cela illustre que la barrière à la dissémination est moins restrictive que la barrière à l'infection. Dès que le virus franchit l'intestin moyen, sa progression vers les tissus périphériques devient plus efficace, y compris lorsque l'infection initiale est faible. Nous allons maintenant regarder ce qui se passe lorsque l'on applique des températures fluctuantes. Ici, nous examinons l'effet des températures fluctuantes après un repas sanguin infectieux à 1,17 FFU par ml. Le tableau présente pour chaque condition et pour chaque post-jour infection les 3 paramètres suivis, les taux d'infection, de dissémination et de transmission. Dans l'ensemble des régimes fluctuants, les taux d'infection restent faibles, le plus souvent inférieurs à 20%. Comme observé pour des températures constantes, les taux de dissémination sont souvent élevés dès qu'une infection est établie. Le taux de transmission, quant à lui, reste globalement faible. Enfin, le cadre violet correspond aux fluctuations autour de la moyenne 28,1 degrés. Malgré une moyenne de température similaire, les taux observés restent largement inférieurs à ceux mesurés à la température constante 28,1 degrés. Concernant l'effet de la température, 28,1 degrés est donc la condition où la progression virale est la plus efficace. À cette température, les taux d'infection, de dissémination et de transmission sont supérieurs à ceux observés aux autres températures. Une fois l'infection établie, la dissémination est peu limitée, tandis que la transmission reste faible pour l'ensemble des températures, à l'exception 28,1 degrés où elle atteint des valeurs plus élevées. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'effet combiné de 2 facteurs, la température et les titres virales du repas sanguin. Ici, nous comparons les taux d'infection obtenus avec les 2 titres viraux utilisés. Un repas sanguin à 1,15 en bleu et un repas sanguin à 1,17 en rouge. Les graphiques présentent les taux d'infection pour chaque température, du jour 3 au jour 14. Globalement, on observe qu'un repas sanguin à 1,17 FFU par ml tend à produire des taux d'infection plus élevés qu'un repas à 1,15,
ce qui est cohérent avec l'idée qu'une dose initiale plus importante favoriserait l'établissement de l'infection. Cependant, les différences entre les deux titres ne sont pas systématiquement significatives. On voit quelques écarts ponctuels, par exemple à 26,6 degrés à J5 et J7 ou à 28,1 degrés à J10. À 28,1 degrés, qui est la température la plus favorable à l'infection dans nos expériences, les deux titres donnent des niveaux élevés, mais là encore, il n'y a pas de différence significative à part au J10. Dans notre contexte expérimental, les résultats suggèrent que la différence d'un facteur 100 dans le repas sanguin ne se traduit pas systématiquement par une différence robuste dans les taux d'infection. On retrouve les mêmes observations lorsque l'on regarde les régimes fluctuants. Il faut noter que dans la plupart des conditions, le nombre de moustiques infectés reste faible, ce qui réduit mécaniquement la puissance statistique. Dans ces situations, il devient plus difficile de mettre en évidence une différence entre les deux titres du repas sanguin, même si une tendance visuelle semble présente. Ici, nous comparons l'effet de deux titres de repas sanguin, pareil, à indice 5 en bleu et indice 7 en rouge, cette fois pour les efficacités de dissémination et de transmission, et toujours pour chaque température et chaque jour post-infection. Pour la dissémination, on observe un titre plus élevé qui peut parfois conduire à des valeurs supérieures, notamment à 26,6 degrés à J7 et 28,1 degrés à J10 et J14. Cependant, ces différences restent irrégulières. Elles n'apparaissent qu'à certains jours et ne suivent pas un schéma constant selon la température et au cours du temps. Pour la transmission, les taux restent globalement très faibles, quel que soit le titre viral ou la température. Quelques différences apparaissent, ponctuelles également, par exemple à 26,6 degrés à J7 ou à J10 à 28,1 degrés. Mais elles sont limitées et ne se retrouvent pas dans chaque point post-infection. De manière générale, que ce soit pour la dissémination ou la transmission, le repas sanguin à indice 7 peut parfois produire des valeurs plus élevées en termes de taux, mais ces écarts restent isolés, peu reproductifs et sans tendance claire. Dans la majorité des conditions, les taux restent très faibles, ce qui limite fortement la capacité à détecter des différences. Suite à ces résultats, nous avons réalisé une analyse de puissance statistique afin d'évaluer si les températures pouvaient réellement être comparées entre elles et dans quelles conditions les différences observées étaient détectables. Donc la puissance post-hoc varie ici de 0 à 1. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à 0,8, indiquée en vert, l'effet est considéré comme détectable de manière fiable. Entre 0,5 et 0,8 en orange, l'effet observé est trop faible pour être détecté de façon robuste. Et lorsqu'elle est inférieure à 0,5 en rouge, l'effet ne peut pas être détecté. Donc l'effectif positif est soit trop faible ou la différence entre les deux températures trop faible pour permettre de détecter une différence. Si on examine le tableau, on observe que dans la plupart des cas où un effet est détectable en vert, la température 28,1 degrés apparaît dans la comparaison. Cela reflète le fait que cette condition génère des taux d'infection les plus élevés et les écarts les plus marqués. En revanche, pour la dissémination et la transmission, la puissance statistique reste insuffisante dans la plupart des comparaisons. Les effets ne sont pas détectables quel que soit le couple de température. De la même façon, pour les moustiques ayant reçu un repas sanguin à indice 5 FFU par ml, la puissance statistique est également insuffisante dans la majorité des comparaisons. Seules quelques situations montrent une puissance acceptable et là encore, ce sont principalement des comparaisons incluant la température 28,1 degrés. Compte tenu de la faible puissance statistique, nous ne pouvons pas conclure ni sur la présence, ni sur l'absence d'un effet de température sur la compétence vectorielle dans nos conditions expérimentales. Pour l'effet du titre viral, le repas sanguin à indice 7 conduit globalement à des taux supérieurs à ceux obtenus avec un repas à indice 5, mais ces différences restent ponctuelles. De ce fait, nous avons cherché à caractériser l'influence de la température sur la réplication virale dans les tissus du moustique, en distinguant notamment le corps et la tête. Donc pour cela, nous avons mesuré les titres viraux dans le corps à droite et dans les têtes de moustiques infectés à gauche, à un seul point après infection, J14, et uniquement pour deux températures,
extrêmes testés, c'est-à-dire 26,6 degrés en vert et 31,1 en mauve, avec un repas sanguin à 1,17 FFU par ml. Donc, à J14, les résultats montrent que les titres viraux sont significativement plus élevés à 31,1 degrés qu'à 26,6 degrés, aussi bien dans les corps que dans les têtes. Donc, contrairement au taux d'infection et de dissémination, ici, l'effet de la température ressort clairement. Les températures plus élevées sont associées à une réplication virale plus importante. Ces données restent partielles, mais elles sont cohérentes avec la littérature récente et elles renforcent l'idée que des températures élevées peuvent favoriser la réplication du virus de la dengue dans les tissus du moustique. Donc, à 14 jours post-infection, les titres mesurés dans les corps et dans les têtes sont significativement plus élevés à une température plus élevée. Dans notre contexte expérimental, la température 28,1 degrés apparaît comme la condition la plus favorable à l'infection, même si aucune différence significative statistique n'a été démontrée avec les autres températures. De manière générale, nous observons des taux d'infection assez faibles, ce qui suggère probablement une barrière intestinale limitante, mais une fois l'infection établie, il semble que la dissémination soit moins restrictive. En revanche, lorsque l'infection est établie, on note qu'à 31,1 degrés, les titres viraux sont plus élevés qu'à 26,6 degrés, ce qui suggère que des températures plus chaudes pourraient accélérer la réplication virale dans les tissus du moustique. Dans notre étude, nous avons observé des taux d'infection globalement faibles. Ce n'est pas inhabituel et cela rejoint ce qui a déjà été décrit en Nouvelle-Calédonie pour le virus de la dengue à 28 degrés. La littérature montre d'ailleurs une très forte variabilité selon les régions du monde, ce qui confirme l'importance de la population de moustiques, la souche virale testée et le contexte environnemental de la compétence vectorielle. Ces faibles niveaux d'infection pourraient suggérer l'existence d'une barrière intestinale restrictive qui limiterait l'établissement du virus dans l'intestin moyen. Ce mécanisme est bien décrit et il a déjà été proposé pour Aedes aegypti en Nouvelle-Calédonie, ce qui pourrait expliquer pourquoi même une dose virale élevée dans le repas sanguin c'est ce qui expliquerait pourquoi l'infection resterait difficile à initier. Concernant l'effet de la température, 28,1 apparaît comme la condition la plus favorable avec des valeurs supérieures pour l'infection, la dissémination et la transmission. Cela serait cohérent avec un optimum de transmission décrit entre 26 et 30 degrés dans la littérature. Toutefois, la puissance statistique actuelle ne permettrait pas de confirmer ces différences dans notre contexte expérimental. Un point important concerne les titres viraux dans les tissus du moustique. À 31,1 degrés, ils sont plus élevés dans les corps et dans les têtes. Pourtant, cela ne s'accompagne pas d'une augmentation des taux d'infection et de dissémination. Cela suggérerait que des titres élevés dans les tissus du moustique ne suffiraient pas et que les barrières tissulaires pourraient jouer un rôle clé dans la limitation du virus dans notre modèle expérimental. Enfin, nos régimes fluctuants se distinguent nettement de ce qui est rapporté dans la littérature. Alors que des études comme celle de Lambrecht ou de Hugo montrent des niveaux élevés sous des régimes de température fluctuante, nos taux restent très inférieurs. Une piste serait d'appliquer des amplitudes de température peut-être un peu plus larges pour stimuler la dynamique virale, comme dans les études citées précédemment. Quelques limites doivent être prises en compte pour interpréter nos résultats. D'abord, les effectifs positifs restent très faibles, ce qui réduit la puissance statistique. Ensuite, les expériences ont été réalisées successivement, ce qui peut introduire une variabilité interlot de nos moustiques. Les conditions d'élevage et d'infection ont toutefois été strictement standardisées pour limiter cet effet. Par ailleurs, le titrage viral n'a pas pu être réalisé systématiquement sur le corps, les têtes ou les salives de nos moustiques pour toutes les conditions. Nous avons donc priorisé les analyses les plus pertinentes au regard de nos objectifs. Enfin, les contraintes de temps disponibles ont nécessité d'optimiser et de cibler certaines étapes expérimentales. Ces limites ont été essentielles à identifier car elles orientent directement les pistes d'amélioration pour la suite. Sur la base de ces limites, plusieurs améliorations du protocole peuvent être envisagées pour renforcer ce type d'approche à l'avenir. D'abord, sur l'organisation expérimentale. Augmenter l'effectif testé permettrait de lisser l'impact du faible nombre de moustiques positifs. Réduire les expériences réalisées successivement aiderait aussi à limiter la variabilité interlot.
Enfin, réaliser des réplicas pour chaque test de compétences vectorielles renforcerait la fiabilité de nos mesures. Enfin, concernant les analyses, un titrage systématique des corps, des têtes et des salives pour toutes les conditions apporterait une vision plus complète de la dynamique virale. Ces ajustements offriraient un cadre expérimental plus homogène et des résultats plus comparables entre conditions. Ces pistes d'amélioration pourraient contribuer à renforcer la robustesse des études futures et à mieux comprendre la relation entre température et transmission. Pour compléter les approches in vivo, il existe 2 stratégies expérimentales qui permettent d'isoler certains mécanismes et de mieux comprendre l'effet de la température. La première, ce sont les approches in vitro. Elles permettent d'isoler l'effet direct de la température sur la réplication virale sans être limitées par les barrières tissulaires du moustique. Donc, on utiliserait pour cela des lignées cellulaires de moustiques comme AAG2 ou C636 qui sont des modèles très pertinents. Ces systèmes permettent aussi de tester rapidement différents génotypes ou sérotypes du virus de la dengue et servent d'outils pour orienter ou affiner le design des expériences in vivo. La seconde approche serait l'injection intrathoracique. Cette technique contourne complètement la barrière de l'intestin. Le virus est injecté directement dans les mucelles du moustique. Elle permet donc de cibler spécifiquement les étapes post-infection, en particulier la dissémination et la réplication du virus dans les tissus du moustique. C'est un outil intéressant pour distinguer un effet réellement lié à la température. Pour la suite, plusieurs axes de recherche émergent à partir de nos résultats. Il sera essentiel d'intégrer d'autres facteurs extrinsèques, en particulier l'humidité relative, qui influence fortement la survie des moustiques, mais son rôle dans la dynamique de l'infection virale est très peu étudié. C'est un paramètre central de l'écologie du moustique, peut explorer expérimentalement en compétences vectorielles. C'est d'autant plus pertinent dans le contexte de changement climatique, où, sous le scénario SSP 5 8.5 pour la Nouvelle-Calédonie, on s'attend à plus 4% d'humidité relative supplémentaire d'ici la fin du siècle. Intégrer ce paramètre permettrait d'affiner l'évaluation des zones à risque et d'améliorer les stratégies de surveillance et d'anticipation. En Nouvelle-Calédonie, Wolbachia fait désormais partie des outils de lutte. Depuis 2019, Aedes aegypti est porteur de la bactérie et ces moustiques ont été relâchés dans les principales communes du Sud, entraînant une forte baisse de transmission et l'absence d'épidémie majeure. Un second point de nuance concerne la température. C'est un facteur encore très peu exploré, dont la compréhension des interactions moustiques, Wolbachia et virus sont très peu faites. Peu d'études incluent donc la présence de Wolbachia. Les travaux disponibles indiquent que des températures élevées peuvent réduire la densité de Wolbachia dans certains tissus du moustique, voire compromettre sa transmission maternelle. En revanche, ces variations de température ont rarement été mises en relation de façon explicite avec l'efficacité de l'inhibition du virus de la dengue et les données intégrant simultanément température, Wolbachia et infection virale restent limitées. C'est dans ce contexte qu'une étude dédiée aux interactions température, Wolbachia et virus de la dengue en conditions contrôlées en Nouvelle-Calédonie prendrait tout son sens. Les résultats qui en découleraient ouvriraient la voie à de nouvelles études de modélisation. Une telle approche permettrait d'anticiper, dans un contexte de réchauffement, les zones et les périodes où la protection conférée par la bactérie Wolbachia resterait robuste et celles où le risque de transmission pourrait subsister tout en évaluant la stabilité de cette méthode de lutte au regard des différentes trajectoires du réchauffement climatique. Autrement dit, comprendre la robustesse du blocage viral à différentes températures devient aujourd'hui un enjeu scientifique majeur pour consolider la stratégie Wolbachia et garantir sa pérennité face au changement climatique. Donc, au-delà des résultats scientifiques, cette thèse m'a apporté beaucoup humainement et professionnellement. J'ai pu développer des expertises techniques en compétences vectorielles qui a conduit à 2 publications, l'une acceptée et une actuellement soumise, et présenter mon travail dans plusieurs congrès nationaux et internationaux. J'ai également eu l'opportunité de travailler 8 mois au QA-Yamar à Brisbane, ce qui a été un moment clé durant ma thèse. Cette thèse m'a aussi permis d'encadrer des étudiants australiens et français, ce qui m'a permis de prendre confiance dans ma posture de chercheuse. Cette thèse m'a également appris beaucoup car elle a été traversée de plusieurs défis scientifiques
techniques, logistiques et même parfois totalement extérieures à la recherche. Après la conception du design expérimental et les premiers essais de production virale, il a fallu changer de lignée cellulaire, gérer des ruptures d'approvisionnement post-Covid, absorber des pannes d'équipement, puis faire face à des événements imprévus, tels que l'arrêt du P2+, les démarches d'importation d'échantillons infectieux en Australie, le report de mon départ lié aux émeutes de mai 2024, et même Alfred, un cyclone à Brisbane. Ces aléas ont imposé des ajustements constants. Il a fallu prioriser, renoncer, accepter des retards et s'adapter. Scientifiquement, cela a eu un coût, mais cela a surtout été une source d'apprentissage, comme la prise de décision, l'organisation, la gestion administrative et l'adaptabilité. Et surtout, cette thèse a été une aventure humaine, des équipes, des soutiens, des collaborations qui donnent à ce travail une dimension bien plus lourde. Je souhaite donc remercier mes directrices de thèse pour leur accompagnement et leur confiance. Je remercie également les membres du jury ainsi que les membres de mon comité de suivi de thèse pour leur retour et leurs conseils, l'Institut Pasteur pour leur accueil, l'Université de la Nouvelle-Calédonie et l'école doctorale pour leur soutien. Je remercie également la province Sud pour le financement, leur soutien et leur suivi durant toutes ces années. Je remercie également la Queensland University of Technology et le QA-Yamar Berghofer Medical Research Institute pour leur accueil lors de mon séjour en Australie, en particulier Francesca Franciu. Enfin, je remercie l'ensemble des équipes, du laboratoire et tous les collègues qui ont contribué scientifiquement, techniquement et administrativement à la réalisation de ce travail. Et enfin, un merci tout particulièrement à ma famille pour le soutien, la patience et pour avoir toujours été présent. Merci beaucoup. Je vais activer mon micro. Merci d'avoir tenu pour le temps et merci pour cette présentation très claire, mais il y aura certainement des questions qui vous seront posées. Donc, je vais donner la parole aux rapporteurs et rapportrices. Et donc, je vais commencer par Madame Cao Lormeau, sur la liste que j'avais. Et donc, je vous donne la parole et on pourra échanger. Alors, par contre, si Sébastien Boyer voit qu'il y a une question sur laquelle il pourrait relancer, ça sera aussi faisable. Hein. On n'est pas obligé d'être assez strict dans la prise de parole. Voilà. D'accord. Vous avez la parole. Merci. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Meryl, pour cette présentation. Cette présentation très claire et pour le ton enjoué avec lequel vous nous avez exposé votre travail. Je vais commenter à la fois la présentation et puis aussi le manuscrit que vous nous avez soumis. Donc je tiens à vous remercier pour la manière claire dont vous avez introduit votre sujet et le cadre dans lequel se réalise votre thèse. Il y a beaucoup de contenu et vous avez su, dans le temps imparti, présenter les différents aspects. C'est vrai que pour le coup c'était très large parce qu'il fallait à la fois présenter la partie virale, la partie clinique, la partie épidémio, tous les paramètres de transmission, aller jusqu'au détail de l'explication sur la manière dont se place la transmission virale et puis vos indicateurs pour pouvoir évaluer après par la suite la compétence vectorielle. Donc, pour toute la partie introductive, que ce soit dans votre manuscrit ou que ce soit là à l'occasion de la présentation que vous avez donnée, je pense que tous les éléments étaient présents. Ensuite, vous avez expliqué la partie méthode et vous avez inclus la réalisation de la revue dans cette partie comme préalable en fait à l'identification des différents paramètres expérimentaux qui feront l'objet ensuite de votre travail de thèse. C'est très bien fait, c'est une très bonne idée et je crois que ça devait être un travail fastidieux, mais que vous avez très bien réussi. Le fait de l'avoir publié
Ça met vraiment en valeur le travail, non seulement parce qu'il sera utile au reste de la communauté scientifique, mais aussi parce que vous avez, au travers de cette revue, fait toute la démarche jusqu'à la rédaction d'un document récapitulatif qui, en plus, vous a donné la base de travail pour faire le design de vos expérimentations par la suite. Donc, je vous félicite pour cette partie-là. Ensuite, donc la partie présentation du travail expérimental, j'avais, et vous l'avez vu en fait dans la review que j'ai fait de votre manuscrit de thèse, un certain nombre de remarques, de propositions d'amélioration, mais aussi de remarques sur la manière dont vos objectifs étaient avancés, et puis transparaissait quand même, et également dans votre présentation là à l'oral, les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en place et la réalisation de vos expérimentations. Je sais la difficulté de la mise en place de tests de compétences vectorielles pour l'avoir fait moi-même et avoir aussi encadré ce type de travail. Donc, le design expérimental était extrêmement ambitieux, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres comparés. J'ai envie de dire, il n'est pas surprenant qu'au final, il y ait eu des difficultés et que vous n'ayez pas réussi à faire des croix dans toutes les cases qui étaient prévues parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de cases. Je reconnais la difficulté de planter la base et puis ensuite, au travers de vos travaux et finalement à la fin avec cette masse de résultats parfois un peu hétérogènes, je reconnais la difficulté de trouver une solution pour essayer de valoriser au mieux vos résultats. Donc pour la partie positive, je dirais que le fait d'avoir dégagé ce qui vous permettait de tirer quelques conclusions, mais là j'ai mis un certain nombre de réserves que je vais vous décrire après, et puis c'est aussi l'objet d'un certain nombre de questions. Il n'empêche que vous avez quand même fait une proposition sur la partie identification des titres viraux dans les tissus, d'un manuscrit qui a été soumis à publication, si j'ai bien compris. Je vous félicite sur le fait d'avoir réussi sur l'ensemble de vos résultats à avoir dégagé ce que vous pouviez utiliser et partager et solidement partager avec la communauté scientifique, en tout cas soumettre à la review de la communauté scientifique. Il y a néanmoins une partie des résultats sur lesquels j'émets des réserves aussi dans la manière dont vous les présentez. Je crois que la grosse difficulté, et après je vais passer aux questions, c'est que il y a dans vos résultats des choses qui, comme vous l'avez dit vous-même, présentent une faiblesse statistique qui fait que vous n'avez pas pu réaliser les analyses. Dans l'absolu, si vous ne pouvez pas réaliser les analyses, vous ne pouvez pas tirer de conclusion. Donc, dans votre manuscrit, comme dans votre présentation, je crois qu'il faudra réellement faire un effort pour essayer de bien distinguer ce qui est du registre de la description de ce que vous observez, mais ça reste de l'observation et vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin en fait sur l'interprétation de ces résultats, et ce qui potentiellement peut être soumis à analyse. Donc, tout ce qui est en fait tendance, quand vous dites globalement on voici, voilà, toutes ces parties-là sont un peu sujettes à question. Et je pense que c'est important que vous réussissiez vraiment à dégager tout ça. Un autre point important aussi, c'est que on a un peu le sentiment qu'il y a une grande déception par rapport au volume de résultats que vous avez obtenu par rapport à ce que vous attendiez, et que cette dite déception vous a assez rapidement amené à quelque part considérer que finalement ce qui ne répondait pas directement à votre question de départ ne méritait pas ne valait pas le coup d'être valorisé. Des résultats négatifs sont des résultats et ces résultats peuvent aussi être valorisés. Donc, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour vous aider à dégager ce qui est utilisable et ce qui est potentiellement encore valorisable dans vos résultats, parce que vous avez prévu d'en valoriser une partie, mais je pense qu'il y en a encore une bonne partie qui est valorisable, avec peut-être d'autres façons de voir ou potentiellement, je vous en avais touché quelques mots dans la revue que j'ai faite, d'autres façons d'analyser vos données.
Donc, avant de poser les questions et vous donner la parole sur la partie résultats, je vais aller jusqu'à la partie dite discussion. Donc, dans la partie discussion, vous avez su replacer votre travail dans son contexte, essayer d'interpréter comme vous pouviez les résultats de votre travail au regard des dernières publications scientifiques pour consolider un petit peu vos hypothèses, et puis ouvrir aussi sur d'autres perspectives, en essayant également de proposer des pistes d'amélioration ou d'autres potentielles pistes de travail pour compléter ce qui n'a pas forcément été accompli dans le cadre de votre travail de thèse. Donc cette partie-là a été bien faite avec des hypothèses qui sont documentées, donc j'ai pas vraiment de remarques sur ce point-là. Donc maintenant, je vais vous poser des questions un petit peu plus précises sur le travail expérimental et surtout sur la partie analyse de résultats. J'invite également Sébastien Boyer à éventuellement compléter par des questions, surtout qu'on est vraiment sur un domaine qui est celui des entomologistes. Donc j'avais des questions sur le choix des doses infectieuses, puisque dans votre manuscrit au départ ça n'apparaissait pas, ou en tout cas je l'avais pas bien perçu, et vous avez réexpliqué la raison pour laquelle vous aviez fait ce choix de 2 titres infectieux. Donc avant en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est, vous êtes parti de l'idée que le réchauffement climatique et l'augmentation des températures allaient potentiellement créer un contexte favorable, ou en tout cas un contexte où potentiellement la réplication virale ou la période d'incubation extrinsèque et les différents paramètres en fait d'infection, de transmission, enfin de dissémination et de transmission dans l'ordre pourrait être augmenté avec une certaine élévation de température. Donc, j'ai une première question sur le choix de vouloir dès le départ partir sur 2 doses infectieuses à comparer en plus des paramètres de température. Est-ce que c'était une décision dans un premier temps de simplement regarder l'effet de la température, ou est-ce que vous vouliez vous étiez dès le départ parti sur l'idée que il fallait absolument regarder cette différence entre les 2 doses infectieuses, et pourquoi? En fait, c'était un petit peu des deux. Donc, on voulait vérifier en effet si la température avait un effet. Et le choix de la dose virale, en fait, c'est fait après la réalisation de la revue. En fait, dans cette revue, quelques articles incluent 2 repas sanguins. Et on s'est dit que il serait intéressant de rajouter ce paramètre supplémentaire. Voilà. Donc c'est vrai que parmi les articles de la revue, certains démontrent une différence entre les repas sanguins, d'autres non. On s'était dit que pour essayer de compléter ce qui potentiellement pensait manquer, on a rajouté, en plus des différentes températures, nos 2 doses virales. D'accord. Et donc vous êtes parti, c'est plus qu'un postulat de l'idée que une dose infectieuse plus faible pouvait potentiellement être compensée par une élévation de température. Oui, donc ça a été démontré que l'augmentation des températures favorisait la réplication virale et également impactait les taux d'infection, de dissémination et de transmission. Donc on s'était dit que même si un repas sanguin initial avec une concentration virale, si on peut dire, plus faible était réalisé, on pourrait avoir une certaine compensation contrairement à un repas sanguin avec un titre élevé à plus faible température. Ok, très bien. Après, j'ai une autre question concernant les différentes températures que vous avez comparées, et surtout
pour une dose infectieuse donnée, cette comparaison que vous avez fait avec différentes températures, donc là je parle des températures constantes dans un premier temps, et vous observez, si on part de la température pour laquelle vous saviez que a priori la situation était la meilleure comparée à ce que disait la bibliographie, c'est-à-dire aux environs de 28 degrés, la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous interprétez le fait qu'à différents jours post-infection, là je vais vous parler juste des taux d'infection, vous obtenez en fait des résultats qui sont... est-ce qu'on s'attend à quoi est-ce qu'on s'attend en termes de taux d'infection au fur et à mesure qu'on avance sur les jours post-infection? Bah, À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a étonnés. Donc, au cours du temps, on est censé voir une augmentation séquentielle des taux d'infection. Donc, on devrait avoir une courbe qui augmente au cours du temps. Et c'est vrai que là, quand on regarde nos résultats, on a tendance à avoir des fluctuations. Donc, par exemple, J3 un taux élevé, J5 un petit peu moins élevé, J7 un petit peu plus élevé. C'est vrai que c'est pas à quoi on s'attendait et que généralement les taux d'infection augmentent au cours du temps et se stabilisent après autour de 14 jours post-infection, 21 jours post-infection. Et donc, comment est-ce que vous interprétez le fait que justement vous n'observiez pas ce que vous pensez devoir observer? Qu'est-ce que cela signifie? Je vous avoue que on ne sait pas trop. Enfin là, en fait, le souci, c'est que la compétence vectorielle, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Donc, il se peut que pour certains jours post-infection, on ait récupéré plus de moustiques non infectés que totalement infectés. Et D'accord. Mais juste sur ce point-là, on reste quand même sur un cadre où le taux d'infection, au départ, reste faible. Vous avez quand même un nombre d'individus infectés très faible en général pour une lignée d'Aedes aegypti. C'est ce que j'ai observé quand même. oui. En termes d'infection, de positivité. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un problème de lignée? Est-ce que c'est un problème expérimental? Parce que en général, moi qui travaille aussi sur Albo, mais Sébastien me dirait aussi, Albo ou Egypti a beaucoup plus de temps d'infection élevé versus un Albo, quoi. Mais là, je vois les nombres d'individus que vous obtenez et restent faibles. Oui, donc Est-ce que je suis dans la réalité ou pas finalement? oui, alors il se pourrait qu'on ait, comme je le disais, une forte barrière à l'infection et on a également des affinités qui se font entre le virus et le moustique. Donc il se peut que la souche virale que nous avons utilisée était, comment dire, moins... pardon, je perds mes mots, moins compatible, si on peut dire, avec notre population de moustiques. Donc, vous tirez en fait pardon. Donc, vous tirez une conclusion de votre observation, c'est-à-dire que vous pensez être en capacité, sur la base de ces résultats, en dépit de ces résultats, on va dire inattendus, pouvoir en fait dresser une conclusion. Donc, une autre question que je vais vous poser dans ce cas, si on reste sur la température à 28 degrés, vous aviez au titre des lots de témoins que vous aviez fait pour ensuite pouvoir comparer vos températures fluctuantes, tout un lot, différents lots de moustiques qui ont été infectés et maintenus à 28 degrés. Et est-ce que vous avez observé de grandes variabilités dans les taux d'infection, je reste sur les taux d'infection pour l'instant, avec ces différents lots de moustiques qui ont été infectés a priori avec la même dose infectieuse à la température de 28 degrés? Non, on n'a pas de grosse différence entre nos contrôles placés à 28 degrés et les différentes températures testées. Ah, on ne vous entend pas. Ouais, on vous entend mal. Est-ce que c'est mieux là? Excusez-moi. Oui, donc on n'observe pas particulièrement de différence entre nos taux pour les moustiques infectés et placés aux différentes températures et ceux placés à 28 degrés en contrôle.
Je pense que la question que je posais était, puisque vous avez plusieurs lots qui ont été maintenus à 28 degrés, est-ce que Oui. entre ces lots, il y avait de grosses différences ou pas? Non, entre les lots à 28 degrés, on n'avait pas de différence. D'accord. Donc dans ce cas-là, vous pouvez considérer que, minimiser l'effet inter-lot ou inter-expérimentation, et vous pouvez dresser vos conclusions, même si effectivement, en comparant les jours post-infection, vous avez peut-être pas forcément ce que vous attendiez. Oui, oui. Je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai juste une dernière question quand même, ou plutôt une remarque concernant cette difficulté que vous avez eue en termes d'effectifs pour réaliser vos tests statistiques. Je vous avais fait une proposition en fait lorsque j'ai ouvert votre manuscrit. Je voudrais votre avis quand même. Si vous pouviez reformuler, si vous pensez que ça mérite d'être discuté, sinon c'est pas la peine. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez compris ce que je vous ai proposé. Oui, bien sûr. Donc, si je me souviens bien, donc dans votre rapport, vous avez suggéré de pouler les résultats tous ensemble, c'est-à-dire ceux de J3, J5, J7, J10 et J14 en un seul groupe, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quelque chose qui avait été envisagé quand on a vu nos résultats globaux, mais on s'était dit que statistiquement, ça nous paraissait peu pertinent, et sachant qu'on groupe des moustiques qui ont eu des infections plus ou moins tardivement en fonction des jours où on les a récoltés. Et c'est vrai qu'on a préféré rester sur des analyses ponctuelles jour pour jour. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. Je vous remercie. J'ai pas d'autres questions. Je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces questions et pour l'échange. Donc, je vais donner la parole à Dr Boyer. Merci beaucoup. Merci Meryl pour ta présentation. Je pense que au final, j'ai exactement les mêmes commentaires que Dr Kao Lormeau. Oui. Et je vois dans les termes qu'elle a utilisés, j'ai utilisé les mêmes dans mon rapport, c'est-à-dire la déception des résultats, on le sent. Malgré le gros travail que tu as fait, il y a un gros travail expérimental, il y a plein de manips qui n'ont pas forcément marché comme tu voulais, bienvenue en science. Oui. C'est triste de dire ça, mais moi, ça fait 25 ans que mes expériences, elles marchent pas. Donc, quand elles marchent pas, faut croire tes conclusions, et tes conclusions, c'est celles que tu nous annonces, pas celles que tu écris. Celles que tu nous annonces de conclusion, c'est on peut pas conclure. Conclue pas. On va chercher le meilleur, je suis d'accord, on va chercher le meilleur, on va chercher ce que tu as réussi à faire par moment, mais quand tu nous dis qu'on peut pas conclure, ne nous dis pas juste derrière, mais quand même on voit des différences ponctuelles. Ton 0, je pense que c'est une conclusion expérimentale, c'est pas une conclusion biologique quand tu as 0 sur 30. Oui. Donc, tu as envie de nous montrer que tu as travaillé, tu as envie de nous montrer que tu as eu des bons résultats. C'est pas tout le temps vrai, c'est pas tout le temps ça. Tu as bien travaillé, on va pas remettre ça en cause. Maintenant, ça se passera pas toujours comme ça. Tu travailles avec du vivant, des virus qui sont capricieux, des moustiques qui sont capricieux. Voilà, faut que tu fasses ton petit caprice aussi, puis il faut refaire la manip. Oui. Le problème, c'est que tu as engagé beaucoup de facteurs. Tu as engagé beaucoup de température, beaucoup de conditions de température, beaucoup de titres infectieux, enfin que 2, mais 2, c'est beaucoup, les gens se rendent pas compte. Oui. Heureusement que tu as travaillé sur qu'une espèce, parce que tu aurais travaillé sur 3 espèces, je pense que oui, on sera encore pas là pour voir ce que tu as fait. Donc voilà, tu as fait du gros travail, je le reconnais. Maintenant, j'ai exactement les mêmes limites, je te les ai écrits, je vais pas les répéter. Dr Kao Lormeau les a déjà mentionnés, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que tu réfrènes dans tes conclusions. T'as pas le choix. Ça fait partie de l'apprentissage, je pense aussi. Oui. J'avais des questions peut-être un peu plus globales. J'ai plein d'autres remarques, je te les ferai par écrit. Je trouve que c'est pas intéressant d'aller sur les petits points, les petits pics, parce que j'en ai encore plein. J'en ai déjà fait 7 pages, donc je peux t'en faire plus sur ta présentation, mais je pense qu'il y a plein de petites choses intéressantes.
par exemple, tu nous as pas trop détaillé au final le rapport entre ta thèse et Wolbachia. Tu l'as fait un petit peu à la fin sur une diapo, tu l'as mis en avant dans ton travail, même dans ton introduction. Oui. Tu l'as pas forcément fait de manière expérimentale, et encore une fois, tu pouvais pas tout faire. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de Wolbachia et qu'est-ce que tu penses de l'impact des températures sur Wolbachia au sein de tes populations de l'Égyptie? Alors, en effet, on n'a pas inclus Wolbachia dans nos études. Donc, l'objectif, c'était d'abord de faire une étude en amont de ce qui pourra être fait avec la bactérie. Donc, des études un petit peu Wolbachia-free. Donc, ça a été démontré que la bactérie Wolbachia permet le blocage du virus de la dengue en Nouvelle-Calédonie, donc dans notre population de moustiques. J'entends pas. Oh, pardon. Désolé. Là, c'est mieux? Excusez-moi. Ouais, très bien. Oui, donc, ça a été démontré que Wolbachia a été efficace pour bloquer la transmission du virus de la dengue dans notre population de moustiques. Donc, il a été démontré également dans la bibliographie que, en effet, l'augmentation des températures avait un impact sur les densités de Wolbachia dans les différents tissus du moustique. Donc, très peu d'études ont ajouté le facteur virus. C'est vrai que l'hypothèse est faite très souvent que la densité de Wolbachia peut parfois... que même si une plus faible densité est détectée, on peut toujours avoir un blocage effectif du virus de la dengue. Mais à long terme, on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est possible que la température, je pense, jouera plus un gros rôle sur la physiologie du moustique même, plutôt que sur la bactérie. Et du coup, tu parlais de Wolbachia à long terme. En Nouvelle-Calédonie, vous êtes un peu plus en avance que nous. Enfin, et le côté insulaire permet aussi l'utilisation de Wolbachia peut-être mieux. Donc, on sait que Wolbachia réduit la longévité des moustiques. Et quand tu parles de long terme, est-ce que tu penses qu'une fois que la symbiose se sera enclenchée, est-ce qu'on aura une sélection au fur et à mesure des femelles qui vivront plus longtemps? Est-ce qu'on aura ces adaptations-là du moustique? C'est la première question sur le long terme. Et sur le long terme, on sait, alors on ne sait pas comment ça marche, mais qu'il y a une compétition entre les virus et Wolbachia a priori dans les glandes salivaires. Je dis a priori parce que c'est pas vraiment démontré. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça à long terme? Est-ce qu'avec la température, la compétition, elle va être en faveur de la dengue ou elle va être en faveur de Wolbachia? Je suppose que tout dépendra de l'évolution de l'un et de l'autre. C'est vrai que la présence de Wolbachia, ça a été démontré qu'il y a une compétition en termes de ressources. On a également une préactivation de certaines voies de l'immunité qui fait qu'on aurait un phénomène de pathogène blocking. Donc, je pense qu'à long terme, si évolution doit y avoir, ça mettra énormément de temps avant que ça se fasse. Mais après, on n'est pas à l'abri que le virus évolue également et que d'autres compétitions se mettent en place, je suppose. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ok, non, mais là, ça, c'est des questions que j'avais par rapport à ton manuscrit. J'ai encore quelques petites questions par rapport à ton manuscrit, par rapport à la méthode. Oui. Habituellement, j'ai l'habitude de lire dans les articles qu'on utilise plutôt des femelles de 2-4 jours ou de 3-5 jours. Et bon, vous avez fait le choix de prendre 5-7 jours, donc bon, pas de souci, mais comment tu le justifies et surtout pourquoi? J'ai du mal à comprendre pourquoi vous l'avez fait. En fait, des moustiques femelles adultes un peu plus âgées ont atteint une maturité plus élevée que les adultes qui viennent d'émerger. Et donc, on augmente le potentiel de
le pourcentage de gorgement de nos moustiques en les prenant un peu plus âgés. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été Tu leur as déjà fait étudié. faire un gorgement auparavant ou pas? Non. Ok. Et ton taux de gorgement était meilleur que des femelles de 2-4 jours? Alors, je ne l'ai pas testé moi-même. Ça a été fait par d'autres membres de l'unité. Et c'est aussi des standards qui ont été utilisés dans les projets qui ont été mis en place par différents membres de notre unité et sur lesquels je me suis appuyée pour mettre en place mon design expérimental. Et quel est je profite sur cette question-là, quel est finalement votre taux de gorgement? Que ça soit, on prend un gorgement sans virus, on maintient nos cellules, nos lignées, etc. Quel est en général, avec cette lignée-là, votre taux de gorgement? J'avais un taux de gorgement supérieur à 60% pour chacune de mes compétences vectorielles. D'accord. Et vous aviez les mêmes taux en présence du virus ou pas? C'est-à-dire que quand vous avez utilisé la dengue 1, vous aviez les mêmes taux de gorgement? Oui, donc j'ai également fait des gorgements j'ai également fait des repas sanguins non infectieux comme contrôle et on a les mêmes taux de gorgement. Oui. Ok. Très bien. Merci. Oui. Et du coup, je rebondis sur votre question, Patrick. On a eu, par rapport à la remarque que vous avez faite tout à l'heure sur Albopictus et Aegypti, ici on fait les deux. Et pour les deux, on est sur du 70-80%. Et on a réussi à augmenter le taux d'infection d'Albopictus en mettant de l'ATP dans le sang. C'est juste pour le petit tip, ça nous a vraiment aidé, ça a fait décoller, on est passé de 40 à 80% quasiment. On en a. Donc voilà, par rapport à la question de tout à l'heure. Oui, l'ATP est ajouté dans notre repas sanguin. Ouais, c'est super important. Oui. C'est hyper attractif pour les autres. Ensuite, donc du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi tu avais une si faible radiation, une dissémination si faible de tes virus. C'est assez incompréhensible parce que on est très en dessous de ce qu'on observe habituellement. Donc, avant que je te demande qu'est-ce que toi t'en penses exactement, quels sont les mécanismes vraiment expérimentaux, parce que je pense qu'il y a un problème quelque part. Je voulais savoir quel était, à ton avis, l'impact de l'anesthésie que tu avais effectuée sur tes moustiques. Est-ce que ça a pu avoir un impact? Parce que moi, j'anesthésie pas du tout, je mets pas de CO2, et je me posais la question de savoir comment ça pouvait avoir impacté ou pas, parce que tu as peut-être fait plus de littérature que moi là-dessus. Comment ça aurait pu impacter ou pas tes résultats? Est-ce que qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûre que ça aurait eu un gros impact. C'est vrai que l'avantage du CO2, c'est qu'on a un endormissement assez rapide de nos moustiques. On l'utilise à faible pourcentage et sur un temps assez court, en une seule fois. Après, c'est vrai que peu importe les manips qu'on fera, notre moustique finalement sera toujours stressé. Donc, je suis pas Si tu refais, tu anesthésies à nouveau. Ah oui, oui. Il est arrivé pour certaines de mes manips d'avoir une panne de CO2. Je vous assure que ça nous fait gagner un temps fou. Donc, ah ouais. Ouais. Et puis ça simplifie le tri de nos moustiques également. Ok. Ouais. Et donc du coup, si c'est pas le CO2, si c'est pas l'anesthésie, pourquoi ton virus il a pas diffusé? Non, mais vraiment, c'est une question scientifique importante. C'est que tu as réussi, dans ta thèse, à limiter la diffusion du virus. Alors, comment tu as fait? Alors, je suis pas sûre que je sois le responsable premier, mais honnêtement, je sais pas trop. Il y a tellement de variables à prendre en compte dans une manip de compétences vectorielles. Ça va de l'élevage jusqu'à, comme vous disiez, l'anesthésie. Une des composantes que je peux voir et dont j'ai parlé dans ma discussion, c'est notamment la présence d'un microbiote qui favoriserait, je suppose, l'inhibition, enfin, du moins diminuer... J'ai pas entendu la fin, Meryl, je suis désolé. Pardon, désolée. Donc, comme je l'ai mis dans ma discussion, on pourrait émettre l'hypothèse qu'on aurait un microbiote intestinal qui limiterait l'infection et la dissémination de notre virus dans le moustique.
Donc, Et sur ce point-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont utilisé ce génotype? Parce que j'ai bien compris que c'est la dengue 1, Oui. c'est le génotype 1. Oui. Est-ce que parmi d'autres collègues du laboratoire, est-ce que vous avez partagé ce virus et quels sont, pour essayer de généraliser, parce que c'est une bonne hypothèse ça, éventuellement que le microbiote ferait de l'interférence pour diminuer la dissémination, y compris la transmission. Bon, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a d'autres qui ont observé les mêmes phénomènes? Oui. Est-ce que d'autres ont expérimenté sur ce virus, cette souche particulièrement? Oui, donc il y a des manipes de compétences vectorielles qui ont été menées par un membre de l'unité et qui a comparé différents virus, sérotypes de virus de la dengue, avec notre population de moustiques Aedes aegypti, et qui a observé en effet des différences de taux selon le sérotype, voire le génotype du virus utilisé pour l'infection. Oui, ça, j'en suis convaincu. Mais c'était juste pour faire du comparatif entre la souche que vous avez utilisée et peut-être des expérimentations. Corollaire à ça, est-ce que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de Wolbachia? C'est vrai que je n'ai pas vu la distance entre Nouméa et Païta, je crois. Oui, Vous avez dit que vous avez plutôt collectionné du côté de Païta et que c'était pas Nouméa parce que vous craignez. Alors, est-ce qu'en termes de temporalité, quand vous avez commencé, est-ce qu'il y avait absolument pas l'introduction de Wolbachia, ou bien il y a eu l'introduction de Wolbachia et que vous avez vérifié dans vos lignées qu'il n'y a pas de présence de Wolbachia? Alors, donc, en effet, à cette période-là, Wolbachia avait été relâché sur les zones de Nouméa et pas encore à Païta. Donc, c'est pour ça que l'unité d'entomologie a été récupérée des moustiques à Païta et la souche a été testée par l'unité d'entomologie et on s'est assuré qu'elle était Wolbachia négative pour nos manips. Ok. Voilà. Très bien, merci. Allez-y, pardon. Non, mais j'écoute avec grand plaisir et grande attention surtout. Donc ouais, j'avais plein de questions sur les effets de la température pour t'amener à des conclusions Dr Kao Lormoth a déjà amené vers ces conclusions-là qui sont vraiment expérimentales. Et je voulais savoir si tes résultats ou si les moustiques, les aegypti de Nouvelle-Calédonie sont connus pour être de bons vecteurs ou si c'était vraiment la première à le faire, s'il y a déjà eu des expériences qui ont montré qu'ils pouvaient bien transmettre. Oui, oui, il peut bien transmettre. Ces études ont été réalisées. Donc après, en fonction, comme je vous disais tout à l'heure, du virus utilisé, on a des différences dans les taux. Alors, peut-être pas des taux aussi bas que ceux que j'ai eus dans mon étude, mais c'est vrai qu'on a des différences entre les différents virus testés. Ok. Et dans ce cadre-là, allez-y. Non, je vous en prie. Et dans ce cadre-là, la dernière épidémie, je dis bien épidémie je suppose de grande ampleur, a eu lieu en 2020. En 2019. C'est ça? Et depuis 2019, c'est ça? Oui. Et depuis, vous avez eu que des petites poches très légère de transmission. Alors qu'en même temps, vous avez une augmentation de la température. Je sens que, je suppose que vous avez quand même des fluctuations de température et que, selon votre hypothèse, ça serait de plus en plus chaud. Et donc, on aurait de plus en plus de transmission, puisque l'augmentation de la température augmente l'efficacité éventuellement, et ça ne correspond pas. Alors, nous, à La Réunion, depuis 2017, on a eu des épidémies fortes jusqu'en 2024. Parce qu'on considère qu'effectivement les moustiques se maintiennent, il n'y a plus quasiment d'hiver austral, etc. Et de votre côté, la tendance est différente. Comment vous l'expliquez? Notamment. Comment vous avez...
Oui, Allez-y, pardon. donc c'est vrai qu'on a très peu de cas, mais c'est notamment dû à la présence de Wolbachia qui a été déployé sur les principales villes avec la plus forte présence de population. Donc là, c'est vrai que sur la Nouvelle-Calédonie, on a 70% de la population qui sont présentes sur les zones de lâcher. Donc ce qui ferait que du coup, on aurait moins de cas apparents. D'accord. Donc, c'est un bon élément. C'est-à-dire que pour vous, compte tenu du fait qu'il y a plus de 70% ou 80% des populations d'Aedes albopictus, Aedes aegypti infectées par Wolbachia, ça pourrait expliquer le fait que vous ayez moins d'épidémies à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Bon, très intéressant. D'où l'intérêt d'aller regarder l'effet de la température là-dedans, quoi. Hein. Vous l'aviez bien dit, hein, je pense que c'est important. Exactement. Allez-y. C'est une bonne hypothèse. Hein. Je pense que Wolbachia a vraiment un grand rôle. Hein. Les dernières études, enfin celle de Jakarta, elle est édifiante. Là, les résultats préliminaires montrent que c'est peut-être l'effet de Wolbachia. Moi, sur tout ce qui est insulaire, je crois énormément à Wolbachia. Hein. Singapour, là, ils ont recouvert 40% du territoire et ils ont une diminution de 40% de la dengue. C'est assez, c'est voilà. On en reparlera bientôt, mais ouais, c'est intéressant. J'ai encore quelques petites questions qui sont quelques toutes petites questions. Alors, c'était dans la slide 27, t'es pas obligé de revenir dessus, mais quand tu fais ta biblio, tu me dis que tu as 2 études qui montrent que l'augmentation de la température diminue la compétence vectorielle. Oui. Est-ce que tu sais d'où elles viennent, ces études? Est-ce que c'est dans des pays tempérés ou est-ce que c'est dans des pays tropicaux? Oui, c'est 2 études menées en pays tempérés et c'est des études qui ont été faites avec Aedes albopictus. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, je comprends un peu mieux. Oui. Je t'avais dit, là, le tableau, je le trouve super, ton tableau de synthèse. Après, il manque juste la provenance des populations. Ça aide énormément à réfléchir, en fait, parce qu'une provenance, c'est à la fois de l'urbain, c'est à la fois du rural. Et c'est des climats qui sont bien. D'ailleurs, albopictus rural périurbain, enfin, rural périurbain, ça dépend où. Hein. Nous, on a quand même dans nos 5 capitales, 6-7 capitales d'Asie du Sud-Est, c'est hyper présent. Et puis maintenant, dans les pays tempérés, dans les capitales, c'est Albo, quoi. Albo, il est à New York, il est à Paris, donc bon, c'est quand même un petit peu urbain. Donc non, mais c'est important. C'est vrai que c'était comme ça avant, mais c'était avant, quoi. Il faut faire attention à ça. Et la dernière question pour moi, en tout cas, merci pour tes réponses jusque-là. Tu nous as dit que la dengue était en expansion et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour ça. Oui. Et pourquoi? Je pense, voilà, notamment via le réchauffement climatique, on a aussi une augmentation des zones urbaines et notamment les voyages internationaux qui permettent l'importation de virus. Et puis, on a également l'expansion du moustique en zone de D'accord. Tu penses que c'est ça? Je pense que c'est l'ensemble de différents facteurs. Je te pose la question parce que c'est pas vraiment démontré. Il y a personne qui a vraiment fait une méta-analyse par rapport à tout ça. Nous, on essaye de démontrer que c'est la déforestation qui serait responsable de ça ou l'expansion géographique humaine. Mais on ne réussit pas à le démontrer, c'est hyper difficile. Donc sur ça, je voulais juste avoir ton avis et tes hypothèses. Ouais, mais c'est vrai que... merci pour ton travail, merci de m'avoir invité à plonger dedans. Et puis, pas de souci. Dernière question, j'en profite, Monsieur le Président, dernière question. Dans quelle recherche tu veux te plonger derrière? Si maintenant tu dois repartir sur une recherche, t'as pas le droit de dire la même avec des manips différents, tu vois, mais dans quoi t'aimerais te lancer? Excusez-moi, vous pouvez répéter votre question? J'ai pas bien entendu. D'accord. Donc, dans la suite, pour toi, à part faire la même chose, t'as pas le droit, mais dans quelle recherche t'aimerais te lancer? Pourquoi pas intégrer Wolbachia, hein, ce serait intéressant. Et puis, on se relancerait dans des manips de compétences vectorielles. Mais
Mais oui, pourquoi pas continuer sur l'effet du changement climatique et ses interactions avec différents pathogènes. Bon, merci beaucoup. Merci à vous pour cet échange. Mais je vais commencer par cette question. Vous avez dit pourquoi pas, mais en fait, quelles sont vos perspectives actuelles? Vous finalisez vos papiers et quelles sont les perspectives qui ont été prévues? Actuellement, comme vous avez dit, je vais terminer mon travail là-dessus et puis potentiellement, qui sait, continuer sur un postdoc. On verra bien. Donc, bon, c'est très bien. Voilà. Très bien, merci. Je vais revenir pas sur l'ensemble, mais je vais déjà remercier pour le document. J'ai vraiment apprécié toute la partie biblio, la séquence dont ça a été fait. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais je le précise quand même. C'était important, ça a été bien travaillé. Les références ont été bien posées, y compris des anciennes et des nouvelles. Et je pense que c'est un travail que les gens peuvent lire et c'est très agréable à lire. Donc pour moi, c'est très bien. Il y a eu une forte discussion sur les éléments à discuter à différents volets et je trouve que c'est très bien. Et le fait aussi d'avoir présenté d'abord le protocole expérimental, pour comment ça a été réfléchi, etc., etc. Je pense aussi c'est une réflexion qui a été bien menée. Donc pour ça, c'est important. J'ai aussi apprécié l'analyse critique parce que lors de votre présentation, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'éléments qui étaient effectivement peu significatifs, etc. Mais vous-même, vous avez fait cette analyse critique et vous avez éventuellement proposé des pistes. Et je pense que ça aussi, c'est important. Et une des pistes, vous parlez de cellules, d'utiliser des lignées cellulaires. Alors, ça paraîtrait pour moi une régression au lieu d'aller plus vers l'avant, mais qu'est-ce que vous pourrez tirer alors dans ce cas-là des lignées cellulaires? Pour moi, ça peut aller au-delà de juste dire plus ou moins. Ça peut aller jusqu'au mécanisme, d'aller savoir comment la température perturbe et quels sont les mécanismes. Et dans ce contexte-là, je vous pose la question, quel mécanisme pouvez-vous imaginer que la température pourrait modifier, aussi bien du côté du partenaire viral que de l'autre? Quels sont les mécanismes moléculaires qu'il y a derrière? Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Pas vraiment. Non, c'est vrai que j'ai pas été aussi loin dans la réflexion. En fait, mon approche quand j'ai proposé d'éventuellement ajouter une étude in vivo, c'était surtout pour essayer d'éliminer en fait le potentiel effet de notre barrière intestinale et de voir comment le virus que nous avons utilisé pouvait se comporter. D'accord. Voilà. Ok. Mais je pense que ça peut être intéressant d'aller jusqu'à regarder quelles sont les protéines qui sont impliquées, bien repliées ou pas, parce qu'il y a les effets des heat shock proteins. Des choses comme ça peuvent être aussi intéressantes d'aller en termes mécanistiques, d'aller regarder ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, surtout si vous envisagez intégrer Wolbachia dans cette interaction multipartite. Et pour vous, le génotype 1 de la dengue 1, est-ce qu'il a été très prévalent, même s'il y a est-ce que c'est le seul génotype qui a circulé là, quand vous avez eu des petites épidémies ou des infections? Est-ce qu'il y avait que le génotype 1 qui a circulé à ce moment-là, ou il y avait d'autres génotypes? Non, on a eu d'autres génotypes qui ont circulé également au cours du temps. Mais après, j'ai pas entendu, pardon. Donc, au cours du temps, on a différents génotypes qui ont circulé, mais sur cette épidémie-là, il me semble qu'on n'avait que le génotype 1. D'accord. Dans votre revue bibliographique, vous avez cité la classification utilisée par Hill. Hill a utilisé une classification. Oui. Et est-ce que c'est une classification qui a été adoptée par la communauté ou pas encore? Parce que dans cette classification, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une augmentation et il a transféré un certain nombre de génotypes 3 de dengue 1 vers le génotype 5. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce qu'on peut utiliser cette nomenclature ou pas? Est-ce qu'on peut généraliser ça?
C'est vrai que il me semble pas que ce soit encore totalement généralisé. Donc c'est quelque chose qui est étudié. On en a déjà parlé. C'est vrai que il se base vraiment sur cette histoire de lignée mineure et lignée majeure avec une assimilation au point géographique de ces virus. Honnêtement, je pense que ça va tendre à se généraliser, notamment au vu des distributions spatiales de ces différents sérotypes, génotypes. D'accord. Alors, en général aussi, je change complètement de sujet. En général, quand on étudie les effets des paramètres un tout petit peu environnementaux, on essaye de faire de la modélisation. Et est-ce que vous, dans la projection que vous avez, vous, si d'autres collègues s'y impliquent, est-ce que vous leur proposeriez éventuellement d'intégrer dans leurs travaux, avec des super taux d'infection, avec des super taux de transmission, de faire de la modélisation pour faire une sorte de projection, de prédiction, même sur ce qui pourrait se passer là-bas, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Europe, où il y a des invasions qui se font de plus en plus. Oui, tout à fait. Alors, au vu de nos résultats, c'est pas quelque chose qui a été mené, mais mon travail de thèse, en fait, a eu plusieurs partenaires et l'objectif était justement, en fonction des résultats que j'avais, de mettre en place potentiellement une étude de modélisation une fois nos expériences réalisées et le traitement de nos résultats. Donc c'était quelque chose de prévu dans le projet qui s'inscrivait dans mon travail de thèse. D'accord, très bien. Une petite question technique. Pourquoi vous avez fait des FFU au lieu de PFU? Est-ce que vous aviez des PFU? Vous avez testé des PFU? Ça marche aussi par rapport au FFU? Je suis curieux parce que on a des lignées qui ont parfois des difficultés à faire des places de lise et donc on passe par les FFU qui permet quand même d'aller localiser. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de difficultés ou vous avez choisi FFU parce que vous allez faire un passage par microscopie et puis ça va vous faciliter la lecture? En effet, ça facilite la lecture. C'est des manips qui ont été faites par des membres de l'unité et justement pour essayer de compenser la difficulté que ça représente, on est passé ensuite en FFU et donc j'ai continué dans cette avancée. Voilà. D'accord. Écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Il restait quand même une petite interrogation dans le cas où il y avait des basses températures, une bonne transmission. Vous avez détecté des travaux là-dessus et comment vous l'interprétez vous? Juste parce que vous, votre tendance, votre hypothèse, c'est de dire augmentation de température, probablement augmentation de la transmission de façon générale, mais vous avez quand même l'opposé où des travaux ont démontré le contraire. Et comment vous vous situez vis-à-vis de ça? Quelle est votre analyse critique? En fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des études qui ont été réalisées avec Aedes albopictus, donc qui sont présents notamment dans des zones plus tempérées. Et c'est vrai qu'Aedes aegypti a des plages de température plus élevées que Aedes albopictus. D'accord. Et enfin, vraiment une dernière. Vous parliez de la barrière éventuellement microbiotique. Qu'est-ce que vous proposeriez pour l'analyser? Pour analyser le microbiote intestinal? Oui. Il faudrait isoler des ISV et c'est un travail qui est mené par un nouveau doctorant dans l'unité. Voilà. Bon. Très bien. Écoutez, encore une fois, merci pour votre présentation qui était très claire et puis pour le travail fourni. Le fait d'avoir des résultats non significatifs ne veut pas dire que le travail n'a pas été est valorisable. Hein. Donc, c'est important de rester et je vous souhaite le meilleur. Je vais laisser la parole à vos deux directrices de thèse.
Merci beaucoup. Alors, qui commence? Je vous laisse le choix de commencer. C'est moi qui commence, apparemment. Très Bien. bien. Donc, ma chère Meryl, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de questions, normalement, à partir de maintenant. Je pense que Myriel et moi, on va éviter de te poser des questions. Donc, aujourd'hui, écoute, je tiens à te dire le plaisir qui est le mien de voir se concrétiser cette aventure doctorale que j'ai été très heureuse de partager avec toi. Une thèse, c'est toujours, on le sait, une aventure qui est aussi belle que longue et parfois difficile. En tout cas, à minima, une expérience qui est fortement non linéaire. Et dans ton cas, je crois que nous avons pu toutes les trois vérifier tout ça d'une manière assez exceptionnelle. Alors, comme tu l'as évoqué d'une façon assez pudique à la fin de ton exposé, je crois pouvoir dire aujourd'hui que pas grand-chose ne t'a été épargné pendant le déroulement de ce doctorat. Tu as eu effectivement des problèmes d'approvisionnement en réactifs assez conséquents, des temps d'acheminement parfois apocalyptiques, des cultures cellulaires problématiques, une panne, un arrêt total du laboratoire de l'IPNC qui était le seul sur le territoire, qui a conduit à l'arrêt de ton expérience brutale. Il a fallu que tu surmontes tout ça, que nous trouvions une solution, et Myriel a été particulièrement efficace, et on remercie Francesca Fantiu pour son accueil. Il a fallu que tu prépares ton départ pour Brisbane, et puis tous tes échantillons. Et quand une fois tout ça a été prêt, et bien sûr tout ça, ça a été long, comme tu l'as dit, sans trop t'étendre là-dessus, eh bien les émeutes qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie ne vous ont pas permis, ni à toi ni à tes échantillons, de partir dans les temps. Et il y a encore eu plusieurs mois de retard dans le remplacement d'une expérience déjà perdue une première fois. Donc encore une fois, on a pris plusieurs mois de retard. Et évidemment, la conséquence de tous ces aléas combinés, et je n'ai pas parlé du cyclone Alfred, effectivement, que tu as vécu une fois que tu étais arrivé à bon port à Brisbane. Bien, la conséquence de tout ça, c'est qu'ils nous ont conduits à devoir faire avec les résultats que nous avions, parce qu'une thèse, c'est limité dans le temps, et à ne pas pouvoir refaire certaines des expériences qu'on aurait pourtant aimé refaire et en compléter d'autres. On n'a pas eu d'autre choix que de faire au mieux avec ce que nous avions. C'est pas toujours facile, notamment quand on est doctorant, même si, comme te l'a très justement rappelé le docteur Boyer, tout ça finalement c'est 90% du temps dans la science. Mais effectivement, il y a eu pas mal de frustrations intellectuelles et scientifiques, mais tout cela tu l'as déjà dit, mais aussi et surtout tu l'as parfaitement surmonté. Moi, ce que je voudrais ajouter ce jour, c'est qu'il y a des personnalités dans la vie qui, je crois, se révèlent dans la difficulté. Et il me semble désormais pouvoir affirmer que, sans aucun doute, de mon point de vue, tu en fais partie. Je voudrais ce jour saluer ta grande implication dans ton travail, ton extrême résilience, ton adaptabilité, ton abnégation à toute épreuve, qui ont été, à mon avis, tout à fait remarquables tout au long de cette aventure doctorale. Bien sûr, comme tous les doctorants, tu as eu des moments difficiles, mais tu as toujours su être forte, courageuse, et surtout, tu as su maintenir ton cap. Pour tout cela, je te félicite, Meryl, très, très chaleureusement. L'expression qui, de mon point de vue, ce jour, maintenant que je te connais un petit peu mieux, après ces 4 années passées ensemble, c'est que tu es une force tranquille. Pour finir, je tiens à te dire que pour ma part, j'ai toujours beaucoup apprécié chacune de nos interactions, chacun de nos échanges, et que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, et plus largement d'ailleurs, je profite d'avoir la parole pour dire avec toute l'équipe de Pasteur, ma collègue Myriel ici en particulier, et tous les collègues de l'IRD et du Queensland impliqués dans ce travail. Pour ce jour, Meryl, je te souhaite la plus belle des continuations, j'espère en post-doc avec une étude de microbiome et puis une belle continuation dans ta carrière à venir. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, désormais, je n'ai aucun doute que tu sauras gérer tout ça avec flemme, avec hauteur et philosophie. Merci. Je te félicite et je passe la parole à Myriel. Merci Valérie pour ces beaux mots. Je pense que je vais commencer par jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à cette soutenance. Tu nous auras tenus en haleine, en fait, jusqu'au rebondissement de cette nuit. Merci, Monsieur Manmingi, pour avoir fait en sorte que jusqu'au bout, cela caractérise le travail de thèse de Meryl.
Mais au final, donc que de rebondissements, mais au final, quel accomplissement. Ma chère Meryl, 5 ans. 5 ans déjà. Oui. Quand tu as débarqué à l'Institut Pasteur, parce que tu cherchais un stage de Master 2. Déjà à cette époque, les termes que j'aurais utilisés pour te caractériser, c'était déjà volontaire et motivé. Parce que tu étais là et tu disais, non mais je veux faire mon master, je veux faire une thèse, je veux travailler sur les maladies infectieuses, je veux répondre à des questions qui touchent la santé des populations, qui touchent mon pays. Donc voilà. Et dans les faits, ces termes volontaires et motivés, ils t'ont accompagné tout au long de ce travail doctoral. Parcours parsemé, ponctué de nombreuses embûches. Déjà, Master 2, on a quand même eu un confinement Covid-19. Hein, Oui. il ne faut pas l'oublier. Tu es aussi ces étudiants qui ont connu ça. Les aléas classiques de la recherche en milieu insulaire, on connaît. Et puis surtout, quelques anecdotes que je vais me permettre de partager. Ton sujet de thèse s'intéresse à l'impact du changement climatique. On l'a exploité, on l'a connu, subi dans tous les sens du terme. Quand on a une enceinte climatique dans un P2+, qui se met d'un seul coup à se dérégler, qui monte à 60 degrés et puis ensuite qui descend à moins 10 degrés, on ne sait pas sur quel problème, et qu'on arrive et que Meryl arrive un matin et que tous ces moustiques sont morts parce qu'ils ont été congelés, on est dans les effets extrêmes du changement climatique qu'on a pu voir en conditions contrôlées. Donc là, on met la poubelle et on met l'enceinte à la poubelle et on recommence avec une nouvelle enceinte. Mais si ce n'est ce travail de compétences vectorielles, je garde surtout, en fait, pour ma part, des moments de partage et même des moments de partage de travail dans le P2+, un week-end où j'étais accompagnée parce qu'il fallait faire des points de salivation et qu'en effet, il y avait beaucoup de points, donc c'était compliqué de tenir, d'avoir ça. Où je suis rentrée dans le P2+, et puis je me suis dit, attends Meryl, je vais ressortir, je vais chercher mes lunettes, parce que là, sans mes lunettes, je vais pas pouvoir beaucoup t'aider à faire saliver les moustiques. Et là, je me suis sentie, voilà, je prends un coup de vieux. Mais heureusement, en fait, ce travail, cette période, c'est aussi ça, c'est le reflet de l'accompagnement, en fait, de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe autour de toi, qui t'ont soutenu, qui t'ont remotivé quand il y avait besoin. Et dans tout ça, j'adresse mes remerciements particuliers à Olivia, à Anne-Fleur et même à Nicolas, même s'il est un peu bougon. Merci à eux. Et comme on l'a dit, ça s'est pas arrêté là. Il y a eu l'arrêt du P2+, des émeutes. Mais finalement, on a mis ce temps à profit pour que tu travailles sur R, pour que tu travailles sur tes statistiques. On a su vraiment se dire, mais on ne peut pas faire ça, mais on va commencer à préparer les scripts pour les analyses. Et puis, tu as eu une opportunité formidable de partir quand même 8 mois à Brisbane, dans un contexte anglophone, toute seule, ou dans un laboratoire. Et pour ça, on remercie Francesca et les Fonds Pacifiques qui ont fait en sorte que tu puisses ainsi finaliser ton travail de thèse. Bref, ce ne fut pas un long chemin tranquille, mais quel apprentissage. Tu peux être fier du travail accompli, vraiment. Alors certes, ce travail n'est pas parfait, mais qu'idée. Mais la thèse, c'est justement cet apprentissage scientifique, ce questionnement, cette réflexion, ce repositionnement. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important que les résultats. Et ça, tu l'as brillamment acquis au cours de ce travail doctoral. Et c'est primordial d'essayer de comprendre, de savoir critiquer de façon constructive ces résultats. Ta pugnacité et ta motivation, bravo Meryl. Ce fut un plaisir, vraiment un plaisir de t'avoir avec nous pendant 5 ans. Je n'ai pas de doute que tu sauras trouver ta voie professionnelle suite à ce doctorat. Encore Merci. Bravo Meryl. Merci beaucoup. Monsieur le Président du jury, la parole est à vous. Oui, merci pour ces bonnes paroles. Et c'est vrai que vous dites jusqu'au bout, ça a été jusqu'au bout, parce que même moi, j'ai eu des retards de vol, je suis à l'aéroport où je suis en train de présider ça, donc ça a été vraiment jusqu'au bout, parce qu'on a dû décaler quasiment d'1 heure. Donc, quelle résilience alors dans ce cas-là. Et j'en suis désolé pour ça, mais jusqu'au bout, et voilà, vous êtes là devant nous et vous avez bien présenté votre doctorat et on vous en remercie.